heurter la sensibilité des uns et des autres parmi les acteurs de ce système judiciaire que nous sommes appelés aujourd'hui à examiner ici, je voudrais solliciter l'indulgence des uns et des autres. En principe, la justice est administrée au nom de l'État, dans notre pays, par les cours et tribunaux, avec le ministère public et les avocats. C'est ceux-là qui constituent, à mon avis, avec le personnel qui leur sont attachés, le système judiciaire, dont le rôle et l'efficience sont au cœur des débats que nous avons ici. Je suis d'avis que ces débats devraient également porter sur les impératifs de la séparation des pouvoirs. Les éléments magistrats qui m'ont précédé ici, qui sont revenus, mais je voudrais insister aussi sur la synergie interinstitutionnelle indispensable pour fonder l'État de droit que nous appelons tous de nos vœux. Hier, le président de la République, le ministre d'État à la Justice, le bâtonnier national que nous avons suivi religieusement dans cette salle, ont justifié ces états généraux de la justice par les contre-performances du système judiciaire. Dans l'exercice de ces missions, quelles sont-elles? Protéger les gens, arbitrer les conflits, sanctionner les comportements interdits ou les violations présumées d'interprétations différentes des normes et engagements régissant les interactions sociales. Quel est l'état des lieux? Quels sont les aspects positifs de la situation actuelle? Je dirais qu'il existe dans ce pays un droit positif. Le premier président de la Cour d'appel, de la Cour de cassation, nous l'a rappelé. Ce droit positif est adossé sur une architecture institutionnelle qui applique la Constitution, les traités internationaux, les lois, les actes réglementaires et, le cas échéant, la coutume, autour d'une critique Cour constitutionnelle, juridiction de l'ordre judiciaire, juridiction de l'ordre administratif, ainsi que les parquets qui y sont attachés. La clé de voûte de ma lecture sera très brève de l'évolution de notre système judiciaire réside dans la révision constitutionnelle de 2011. J'en ai été un des auteurs. Cette révision avait été justifiée, entre autres raisons, par un certain nombre d'incongruités observées dans le texte de 2006. Mais en dépit de ces imperfections, je suis dans les acquis positifs, il faut reconnaître que l'agencement institutionnel qui avait été mis en place en cette période apparaissait à d'aucuns parmi nous comme une évolution positive lorsqu'on la comparait à la domestication caricaturale du système judiciaire par le parti État MPR sous la Deuxième République. Indubitablement, il y avait eu, à partir de 2006 et de 2011, un allègement de la chape de plomb du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. Je pense que personne ne me contredira. Quels sont les défis à relever? Malgré cette légère amélioration, force est de constater une survivance dans le système judiciaire, une panoplie d'antivaleurs et de dysfonctionnements. Et je parle du point de vue de mes électeurs, notamment la corruption endémique, notamment l'apathie face aux expectations légitimes des justiciables et de la population en général. Un autre défi à relever dans le système judiciaire congolais, c'est le syndrome de l'hubris, ou l'ivresse de la toute-puissance, que beaucoup de nos compatriotes dénotent chez certains magistrats, pas tous, heureusement. Elle se traduit par la propension à dépasser les limites de l'inacceptable en se surestimant et en sous-estimant les autres.
On en a une illustration avec la persistance de cette querelle doctrinale sempiternelle inappropriée qui oppose d'une part les adeptes de l'équivalence statutaire absolue entre magistrats du siège et magistrats du ministère public, et d'autre part les partisans de l'école napoléonienne, celle qui nous a inspiré en 2011, pour qui l'action du ministère public ne peut s'affranchir du contrôle du pouvoir exécutif, car, pensions-nous, dans un procès, le ministère public représente l'État, dont les intérêts sont lésés par la commission de l'infraction. Il s'observe, et là je vais diverger, prendre la liberté de diverger avec un de mes précédents éminents intervenants ici, il s'observe du point de vue de beaucoup de nos électeurs un réflexe corporatiste excessif chez un certain nombre de magistrats. Parfois, ils interprètent de manière délibérément erronée certaines lois dans le but de faire prospérer une acception différente de celle clairement fixée par la Constitution, comme si ils estimaient détenir aussi le pouvoir constituant ou législatif. Mais nous, législateurs, députés, sénateurs, nous sommes jaloux de notre pouvoir de législateur. On ne peut pas le dire. Or, par ailleurs, bien que la jurisprudence puisse constituer une source de droit, je n'en disconviens pas. Nulle n'est habilité à interpréter une disposition qui est clairement énoncée par la loi. Il est donc juste de penser, a fortiori, qu'une interprétation contre-légale est plus une aberration, une abomination. Et le juriste Lucas Kassongo, qui siège avec moi à l'Assemblée nationale, a ramené à la surface cette problématique en écrivant dans son précis d'introduction générale au droit positif congolais, paru cette année aux éditions L'Armatan à Paris, que, je le cite, la justice ne doit pas se constituer en une entité désincarnée. Le rôle du juge est d'appliquer la loi, même si elle lui paraît inopportune ou inéquitable. Il ne peut pas s'y opposer. C'est ce que dit le professeur Kasson. Un début de rémédiation à ce dysfonctionnement est intervenu avec la révision de 2021 de la Constitution, 2011, pardon. Mais dans leur praxis ambiante, certains acteurs du système judiciaire congolais ont tendance à considérer cette révision de 2011 comme une pure fantaisie. En effet, alors que le préambule de la loi du 20 janvier 2011 portant cette révision stipule, je cite, que c'est pour donner des réponses adéquates aux problèmes posés aux institutions de la République qu'a été introduit à l'article 149 de la Constitution un amendement consistant en la suppression du parquet dans l'énumération des titulaires du pouvoir judiciaire qui est dévolu depuis lors aux seuls cours et tribunaux, c'est-à-dire aux magistrats du siège, et que les articles 150 et 151 de la Constitution proclament expressis verbis que l'indépendance est acquise pour le seul magistrat du siège dans sa mission de dire le droit. Mais dans le débat, certains magistrats se laissent aller souvent à chahuter ces dispositions constitutionnelles dans leur praxéologie didactique, en s'appuyant sur le motif qui est tout à fait réel, qui n'en disconvient pas, de l'appartenance de tous les magistrats à un même corps professionnel. Mais cela ne fait pas l'objet d'une révision constitutionnelle. Ce n'est pas parce qu'on appartient à un même corps professionnel que cela constitue une révision de la Constitution. Il n'y a que le pouvoir constituant et le pouvoir législatif qui peuvent modifier des lois ou la Constitution de la République.
Cette curieuse exégèse les conduit souvent à une attitude d'auto-insularisation. Ils veulent devenir une île dans l'océan institutionnel. Et ce, au mépris du principe de la subordination du parquet, je dis bien du parquet, pas du pouvoir judiciaire, du parquet au pouvoir exécutif, ce qui ouvre une brèche à toutes sortes d'abus. Mais il faut reconnaître que les magistrats n'ont pas tout à fait tort. Il faut reconnaître à leur décharge que par leur nonchalance à mettre en place un dispositif légal et réglementaire précis d'application de ce prescrit constitutionnel introduit en 2011, nous, le Parlement et le gouvernement, monsieur le ministre d'État, nous partageons la responsabilité de cette désinvolture devenue systémique car elle transcende des situations particulières. Alors, quelles sont les recommandations que je peux me permettre de faire après ce petit survol? Au terme de cette réflexion, je voudrais faire 3 recommandations. D'abord, la première, à M. le Président de la République, à nous, les membres du Parlement, et à ceux du gouvernement, ici représentés par M. le ministre d'État, ministre de la Justice. Nous devons tous faire diligence pour proposer, adopter et promulguer pour le Président de la République une législation mettant en adéquation la Constitution avec le fonctionnement quotidien du système judiciaire afin de cristalliser la répression de trop nombreux cas de prévarication et de corruption. Je pense ici notamment à la création d'un parquet financier dont a parlé le chef de l'État hier. Il appartient aussi à ces 3 institutions d'initier, d'adopter et promulguer un texte établissant une passerelle fonctionnelle entre le pouvoir judiciaire, qui ne peut pas fonctionner en insularité, et le reste de la société. Dans ce sens, j'estime que la révision de l'article 152 de la Constitution s'impose dans le but de renforcer l'efficience de cet instrument du contrôle social institutionnalisé du système judiciaire qu'est le Conseil supérieur de la magistrature, dont nous sommes tous fiers, et de le rendre plus apte à restaurer l'idéal philosophique, juridique et moral fondamental qui constitue la pierre angulaire de la justice. Cela passe aussi par une restructuration de cet organe prenant en compte 1. L'unicité du ministère public et 2. La nécessité d'y impliquer au sein du Conseil supérieur de la magistrature, pourquoi pas des représentants du pouvoir exécutif. On a cité la France, mais en France, c'est ce qui est représenté au Conseil supérieur de la magistrature. Et la nécessité d'y impliquer les Honorable, vous avez déjà dit que ça communique sur le président de la justice désigne des représentants au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Cela passe aussi par j'ai demandé à l'indulgence des magistrats qui se sont bien officiers. Voilà une des manifestations que je termine, madame, en disant qu'il faut aussi impliquer des représentants du barreau, ainsi que des juges politiques. Afin d'anéantir le tropisme corporatiste qui tente à réduire le Conseil supérieur de la magistrature au rôle d'un syndicat des magistrats, alors qu'il n'est pas un syndicat, il est plus que ça. C'est une institution de la République. Et je voudrais ici citer encore une fois notre éminent président du Conseil de la Cour de cassation, lorsqu'il dit qu'il faut savoir contrôler sans interférer dans l'indépendance des juges. C'est ce que nous attendons d'un Conseil supérieur de la magistrature ainsi structuré. Ma deuxième exhortation s'adresse aux magistrats eux-mêmes, particulièrement ceux du parquet,
parce que moi, je n'ai pas un problème avec l'indépendance des magistrats du siège. Mais ceux qui parlent devraient, à mon avis, résister à la tentation du corporatisme, qui consiste à défendre exclusivement les intérêts des membres d'une profession au détriment de l'intérêt général. Alors que le parquet est une institution majeure qui est en charge d'une mission de service public. Et enfin, à la société civile, je l'engage à travers les jurisconsultes, à travers les barreaux, à s'impliquer dans toute sa diversité à une vaste et profonde action de soutien à toutes les initiatives de moralisation du système judiciaire par des campagnes régulières aboutissant à des sanctions, qu'elles soient positives ou négatives, des contre-performances dans le système judiciaire. Je terminerai en disant que c'est cette triangulation vertueuse qui implique l'intelligence et la volonté de tous les animateurs des institutions, le président, le Parlement, le gouvernement, la magistrature, la société civile, qui constitue à mon point de vue un remède contre cette maladie dont est affligée la justice congolaise. C'est une thérapie qui consiste pour les uns et les autres à prendre à bras le corps la problématique anthropologique soulevée par l'évolution de notre société en recourant à cette philosophie de la vie en commun, entendue comme un art de coopérer et que François Couteau, dans sa pensée convivialiste, résume dans la belle formule avec laquelle je vais terminer: nous devons savoir réformer sans nous massacrer. Je vous remercie.